Alors, bonjour. Je me présente Marie-André Roy, oui, co-directrice. J'ai la joie d'être co-directrice du RECEF. Et je tiens à vous remercier, vous toutes, vous tous, qui êtes là pour ce fameux colloque. Donc, merci à vous pour votre présence et merci à toutes les personnes panélistes qui vont faire des présentations au cours de la journée. Je tiens à remercier aussi vivement l'équipe du RECEF. Je pense à Véronica, Anne-Julie, Sophie et évidemment ma collègue co-directrice, Chantal Maillet. Alors, ce colloque a été préparé véritablement en collaboration. C'est un travail de tous les instants et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe pour son formidable travail. Anne-Julie le dit, le RECEF, c'est le réseau québécois en études féministes. C'est la seule infrastructure de recherche financée par le FRQSC qui a comme priorité de soutenir les études et les recherches féministes sur l'ensemble du territoire québécois. Et le RECEF existe depuis 2011 et a à son crédit de nombreuses réalisations. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous la mère fondatrice du RECEF en la personne de Francine Descaries, qui continue évidemment d'être impliquée, engagée et à travailler pour le développement de la recherche féministe. Alors, merci à Francine d'être avec nous. Le RECEF travaille à développer des collaborations interuniversitaires, interdisciplinaires, interrégionales dans le domaine des études féministes, de genre et sur les femmes. Et le RECEF est actif dans 12 institutions universitaires au Québec. C'est une grosse infrastructure. Et en même temps, le fait que cette infrastructure existe, ça permet le développement de collaboration et ça favorise le rapprochement de la recherche et société et de parvenir, en fait, à des pratiques de co-construction des connaissances et de permettre la transposition des résultats de recherche dans les milieux de pratique. En fait, le RECEF vise tant la structuration du champ de la recherche féministe que le renouvellement de la pensée féministe et la traduction de ces questionnements dans la société. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler des expériences, des luttes et des enjeux féministes dans le travail. Alors, nous allons nous préoccuper de différentes questions. Nous avons des panels. Le premier panel ce matin, donc genre, travail et précarité, enjeux de protection et inégalités structurelles, va nous permettre d'entendre des enjeux touchant féminisme et management, des questions touchant la protection de la maternité dans le monde du travail, et on va aborder la question des travailleuses domestiques migrantes non arabes à Beyrouth. Et le tout sera présidé par Jennifer Beeman, qu'on a le plaisir de retrouver. Au cours de ce sera suivi par un autre colloque
repenser le travail, les femmes dans les métiers traditionnellement masculins. Puis je suis tellement contente parce qu'il y a sur place, dans cette salle, des femmes qui travaillent dans des métiers traditionnellement masculins et elles ont l'audace de poursuivre donc leur chemin et elles sont vraiment bienvenues parce qu'on a besoin donc de les entendre aujourd'hui. Alors donc, ce panel va permettre de toucher la question de la présence des femmes dans les métiers traditionnellement masculins. On va regarder aussi la situation des femmes œuvrant en ingénierie et, oui, pourquoi pas, se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire travailler la nuit comme DJ. Alors, on fait de beaux assemblages pour permettre une fécondation mutuelle des problématiques. Dans l'après-midi, il sera question de dialogue sur les enjeux de genre dans la carrière universitaire. Je vous dis tout de suite, ça ne concerne pas juste les universitaires. Parce qu'on va se poser la question du vieillissement du corps professoral. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers où il y a un vieillissement des équipes de travail? Je pense que oui. Il sera question aussi de la résistance des chercheurs noirs et racisés en recherche partenariale au Québec. Les enjeux touchant les personnes noires et racisées au travail, ce n'est pas juste dans le milieu universitaire que c'est rencontré. Et le groupe Le Cœur à l'ouvrage va intervenir pour présenter justement comment il constitue un espace de résistance et de solidarité en contexte universitaire. Et peut-être que Le Cœur à l'ouvrage va nous parler aussi d'innovation, pas juste de résistance, mais d'innovation, j'en suis à peu près sûre. Voilà. Alors, c'est notre programme de la journée et on espère que ça va permettre de mettre en lumière différentes expériences vécues, des résistances, des stratégies aussi de changement. Alors, ce fameux colloque, vous savez, on est toujours situé à quelque part. Et plus que jamais, je pense que ce colloque est véritablement situé dans une conjoncture très particulière. J'apprenais hier que le Conseil des Montréalaises et Action Travail des femmes allait lancer leur avis « Femmes col bleu » 10 ans plus tard, des progrès décevants. Ils vont faire ça le 14 mai. Je regardais, j'ai vu qu'il y aura le 8 mai un webinaire qui va parler de la déqualification des femmes immigrantes en chiffres et la lutte pour la reconnaissance des acquis, et que Ruth-Rose Lisée sera là. Ce que je vois, c'est qu'il y a de nombreux organismes de différentes instances qui actuellement se posent des questions importantes touchant femmes et travail. Et n'oubliez pas le 7 juin à Québec, 30e anniversaire de la marche du pain et des roses. Et pourquoi on a marché, v'là 30 ans, pour du pain et des roses? Oui, parce qu'on voulait du pain pour les femmes qui travaillent, mais on voulait aussi des roses, donc des conditions de travail complètement différentes. Et cette marche qui a été faite v'là 30 ans est plus que jamais pertinente. J'y étais v'là 30 ans, mais je pense que je vais y être encore le 7 juin. C'est un rendez-vous. Alors,
Dans la conjoncture actuelle, où je pense aux travailleuses des CPE, actuellement en grève, et auxquelles on doit penser, et ça dit comment les métiers tant traditionnels que non traditionnels rencontrent des défis considérables, et en ce sens-là, la solidarité est d'autant plus importante. Et je pense au CPE, mais je pense aussi à tous les bouleversements au niveau du travail qui risquent de survenir de manière extrêmement violente dans la lignée des politiques de Trump. Et rappelez-vous, pendant la COVID, comment les femmes au travail ont particulièrement écopé. Et ça, je pense que ça va nous demander une vigilance particulièrement grande pour être là, donc pour veiller à se préoccuper des droits à l'égalité des femmes dans le milieu du travail. Alors aujourd'hui, on a un travail spécifique à faire, ensemble. Premièrement, oui, on va connaître, on va faire de nouvelles découvertes et comme universitaires, on fait notre travail de s'assurer de la diffusion des connaissances qu'on développe. Mais il faut s'assurer non seulement de la diffusion, mais de voir à leur application. Mais notre travail, ce n'est pas juste de développer des connaissances aujourd'hui. Notre travail, c'est ensemble être capable de questionner, être capable de faire des liens, être capable de croiser les données, de voir ce qui arrive aux femmes en milieu non traditionnel, comment ça impacte sur les conditions de vie aussi éventuellement des autres femmes. Alors, être capable de questionner, être capable aussi de se poser la question comment on parvient à changer et à transformer. Et on va apprendre des stratégies, mais est-ce que ces stratégies peuvent être applicables dans différents milieux? Aussi, on a besoin de vous pour identifier les nouvelles connaissances dont on a besoin pour être capable d'affronter l'avenir. Et dans le cœur de nos discussions, de nos débats, est-ce que vous voyez des choses qui seraient à faire? Et enfin, il faut donner du travail aux universitaires et leur dire quelles nouvelles recherches elles ont à faire pour la suite des choses. Mais recherches qui ne se font pas isolément, qui se font nécessairement en collaboration avec les différents milieux de pratique. C'est comme ça que le savoir avance véritablement. C'est quand c'est fait en conjonctitude avec les différents milieux de pratique. En conclusion, j'ai déjà parlé trop longtemps, mais c'est une manie quand on est à l'université. Il y a 40 ans, parce que moi, je travaille dans le domaine des sciences des religions, et je travaille, il y a 40 ans, je faisais une thèse sur les ouvrières dans l'Église. Et je remarquais qu'elles étaient des ouvrières, mais pas des patronnes. Et je remarque aujourd'hui que c'est pire que jamais. Et que la situation non seulement stagne, mais recule. Alors, peut-être sur une note d'humour, j'aurais envie d'interpeller Madame Picard pour qu'elle vienne nous aider avec des bras forts pour interpeller ce milieu qui résiste tant aux femmes qui travaillent dans cette institution qui est le dernier bastion du patriarcat. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent colloque. Alors, allô? Bonjour. Merci beaucoup, Marie-André. C'était très intéressant comme introduction.
Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je me présente, Jennifer Beeman, coordonnatrice intérimaire du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre. Le Comité consultatif Femmes, c'est un grand comité qui étudie et formule des recommandations pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en des problématiques qui ont trait aux femmes et à l'emploi à partir d'une analyse féministe intersectionnelle. Et le comité est composé des représentantes des organismes féministes en employabilité, un réseau extrêmement intéressant, mais fragile, toujours précaire, des organismes féministes qui travaillent directement et qui ont développé des pratiques féministes en employabilité. Mais aussi au comité, il y a des représentantes des centrales syndicales, d'autres organismes, la TCRI, Action Travail des femmes. Alors, c'est un grand comité très dynamique. Voilà. Et par ailleurs, Marie-André l'a déjà mentionné, c'est nous qui organisons le webinaire le 8 mai. C'est Ruth Rose qui a réalisé un portrait statistique des femmes immigrantes et on voit la déqualification des femmes immigrantes dans les chiffres. C'est très clair dans les statistiques. Et également, il y aura des représentantes du RAFIC, le réseau d'action des femmes immigrées et racisées, pour présenter leur travail sur la reconnaissance des acquis. Donc, le 8, j'ai des affiches, vous pouvez vous inscrire le 8 mai à midi, un court webinaire très intéressant. Voilà pour moi. Par ailleurs, je siège également au CA de Au bas de l'échelle, organisme qui travaille sur tout ce qui a trait à la défense des droits des travailleurs et travailleuses non syndiqués. Mais encore plus important, nos 3 panélistes. On a vraiment un panel intéressant en perspective, genre, travail et précarité, enjeux de protection et inégalité structurelle. Alors, les 3 panélistes, je vais vous présenter maintenant. La première, Nancy. Nancy, bonjour. Nancy Homé est professeure au département de management à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ses intérêts de recherche sont liés à la construction de l'identité managériale et entrepreneuriale, au genre et à la manière dont les pratiques contribuent à la déconstruction entre parenthèses, construction de la différence, de l'altérité et de l'inégalité dans les organisations et la pédagogie engagée. Ces travaux s'inscrivent dans les approches critiques du management et du genre et mobilisent des méthodes qualitatives d'inspiration ethnographique comme le shadowing qui permettent d'accéder au déploiement des pratiques quotidiennes. Je nommerai les titres par la suite. Ensuite, Anne-Renée Gravel est professeure à l'École des sciences de l'éducation de l'Université TELUC. Ses travaux portent sur le droit du retrait préventif de la travailleuse enceinte ainsi que la gestion des conditions d'emploi et de la santé et de la sécurité au travail dans les organisations. Anne-Renée adopte une approche interdisciplinaire et collaborative dans ses recherches, favorisant des partenariats pour approfondir sa compréhension des enjeux liés à son domaine d'expertise. En tant que chercheuse, affiliée à plusieurs institutions, notamment à l'équipe de recherche interdisciplinaire SAGE, Centre Égalité Genre, au Réseau québécois en études féministes, le RECAF, et au regroupement intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec, le RISUQ. Elle contribue à la production de connaissances dans des domaines cruciaux pour la promotion de l'égalité et la santé au travail. Elle est l'auteure du livre « Les centres de la petite enfance, un mode de gestion féministe en transformation », publié aux presses de l'Université du Québec. Bienvenue. Excellent. Parfait. Allez-y. Ça sera milieu de travail, mais je vais le présenter tantôt. Parfait. Et enfin, on a Narges Mustafa. Narges est une militante antiraciste et organisatrice communautaire engagée depuis plus de 15 ans dans la lutte pour la justice sociale à Montréal-Nord.
Co-fondatrice de Hoodstock, elle a fait de cet organisme un espace de référence en mobilisation antiraciste, guidé par une approche collaborative qui allie féminisme intersectionnel et éthique du soin collectif. D'origine libanaise, sa recherche de maîtrise en sociologie porte sur les travailleuses domestiques migrantes non arabes au Liban. Elle cherche à comprendre comment les conditions matérielles d'existence de ces travailleuses façonnent leur stratégie de résistance, tout en explorant les intersections entre migration, genre, race et classe, à travers une perspective féministe décoloniale. Alors, bienvenue tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Et on va commencer avec Nancy. Et je cherche le titre, hein, parce que je l'avais surpris. Alors, Nancy, le titre de sa présentation, c'est « Féminisme et management, état et enjeux de la recherche francophone ». Alors, Nancy, je vous passe la parole. Vous avez 20 minutes. Merci beaucoup, Jennifer. Merci tout le monde. Bonjour, alors je suis ravie d'être ici aujourd'hui, même si je ne peux pas être en présence et j'en suis désolée. Merci d'ailleurs à toute l'équipe, Véronica, Anne-Julie, Sophie, Marie-André, Chantal, d'avoir permis que je présente à distance malgré tout. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai édité, que j'ai coordonné plutôt avec une collègue de l'Université Paris-Saclay, Léa Dorion. C'est un ouvrage qui s'intitule « Féminisme et management », qui fait un espèce d'état des lieux et des enjeux de la recherche francophone en management spécifiquement. C'est un ouvrage qui est paru en mars 2024 avec une préface d'Isabelle Huot, qui contient 18 chapitres, dont la majorité se situe dans le contexte européen. Donc, j'ai mis France, il y a peut-être un en Belgique, il y en a un qui concerne toute la francophonie. Il y en a au moins 4 au Canada, avec une postface de Ella Yousfi de l'Université Paris-Dauphine. Donc, l'ouvrage comporte 4 parties. La première traite de l'inégalité de genre en général, des inégalités de genre. La deuxième, des normes genrées. La troisième, des enjeux de traduction conceptuelle et linguistique, donc au-delà de simplement traduction linguistique. Je vous en reparle dans quelques instants. Et le quatrième traite de lutte féministe en général. On a eu le plaisir d'apprendre récemment que notre ouvrage vient d'être labellisé par la FNEJ, donc on est très heureuse de ce nouveau label. Et je vous parle un peu du contexte du livre. Donc, ça a été créé, on a commencé à travailler sur cet ouvrage en 2020, donc avec pour but de créer un espace de discussion interdisciplinaire, mais puisque les personnes qui ont écrit les chapitres s'inscrivent dans différentes disciplines, pour créer un espace de discussion francophone, ce qui est rare, autour du féminisme en management. Donc, il existe évidemment de nombreux travaux en sciences sociales depuis les années 70 sur lesquels on s'est appuyé dans cet ouvrage, y compris en management, mais beaucoup moins en français. Donc, ça s'inscrivait aussi dans le contexte de renouveau et de visibilité médiatique accrue du féminisme avec tous les mouvements que l'on a vu naître ces dernières années, mais aussi dans un contexte de cooptation croissante du féminisme par certains partis ou certaines rhétoriques d'extrême droite, capitaliste néolibéral, post-féministe, panique morale, backlash, antiféminisme, etc. Donc, on a pensé qu'il était important, ça rejoint les propos de Marie-André en introduction du colloque. Donc, on a pensé qu'il était important de se rassembler, d'ouvrir des dialogues, etc. Donc, 4 parties que je vais tenter de vous présenter brièvement. Alors, la première partie de l'ouvrage propose de revenir sur la notion d'égalité, d'en problématiser différents aspects, de revisiter la question des inégalités de genre dans les organisations. Donc, on commence avec un texte de Frédéric Pigère qui rappelle les chiffres clés sur les inégalités persistantes de genre et invite à considérer le monde du travail comme un espace traversé de rapports de domination sexuée. Je ne vais surprendre personne ici. Ensuite, Clotilde Coron propose une réflexion critique sur la quantification des inégalités salariales et elle nous montre dans son chapitre que ces outils peuvent certes rendre visibles certaines réalités, mais aussi en invisibiliser d'autres.
Troisième chapitre de cette section, c'est Marianne Stroche qui poursuit la réflexion avec une enquête ethnographique qui révèle que les syndicats ne sont pas toujours alignés avec les indicateurs produits par les directions d'entreprise et qui souligne l'importance de politiser ces outils de mesure. Dernier chapitre de cette section, Soline Blanchard interroge un métier en émergence, qui est le métier de conseiller en égalité professionnelle en France. Et dans son travail, elle analyse la tension entre engagement féministe personnel et injonction à la neutralité dans les espaces de conseil. Et elle montre que même dans un métier qui travaille pour l'égalité professionnelle, la posture féministe est souvent contestée, difficile à porter, etc. Deuxième partie de l'ouvrage, on s'intéresse aux normes genrées à la fois dans la théorie des organisations et dans les organisations, donc les normes genrées qui structurent en profondeur les pratiques, les rôles, les attentes et la manière dont elles peuvent être mises en lumière, ainsi qu'aux manières d'y résister et de les subvertir. Donc, le chapitre de Nathalie Clavigeau et Claire Dambrun étudie la manière dont les hôtesses de caisse dans la distribution du bâtiment, encore une fois en France, sont souvent perçues comme étant passives, alors que son travail montre qu'elle développe des stratégies collectives de résistance, et notamment à travers ce qu'elles appellent le dirty care, notion empruntée à Elsa Dorlin. Deuxième chapitre de cette section, Isabelle Bonny-Le Goff, qui est sociologue de formation, explore la sexualisation ordinaire des relations de travail dans les fonctions managériales. Elle montre dans ce chapitre à quel point les corps et les émotions sont encadrés par des normes de genre qui sont souvent implicites, mais très puissantes. Ensuite, un chapitre de Julie Gonneau, en collaboration avec Caroline Lambert, toutes deux de HEC Montréal, qui reviennent sur la question du leadership, de la notion de leadership au féminin, en mobilisant une lecture queer. Et elle montre que ce concept est évidemment à double tranchant, à la fois un outil d'émancipation et un piège de normalisation, essentialisation. Ensuite, Christina Constantinidis, qui est une collègue à l'ESG UQAM au département de management, et Tiffaine Lebègue, qui est en France, dressent ensemble un état des lieux critiques de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin dans la francophonie. Et elles commencent par constater la dominance absolue des approches néolibérales de la figure de l'entrepreneur et appellent à sortir de ces représentations, finalement. Nous invite à aborder la question avec d'autres approches décoloniales, intersectionnelles, etc. Enfin, le chapitre de Marie Tremblay, qui est doctorante à l'ESG, en voie de terminer d'ailleurs sa thèse, qui analyse plutôt la série Sex Education pour analyser comment le mythe entrepreneurial masculiniste ou masculin, je devrais dire plutôt, est reconduit, même dans les productions culturelles qui se disent ou qui se veulent progressistes. Troisième partie, c'est une partie qui s'intéresse cette fois aux enjeux de traduction linguistique, conceptuelle et politique qui sont présents dans la production des travaux féministes en management, mais pas que, évidemment. On y aborde, par exemple, la question des difficultés posées par le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, donc la question de l'hégémonie de la langue anglaise et des enjeux comme le fait de réussir à dire certains enjeux politiques féministes d'une manière qui fasse sens dans un univers socio-culturel donné, etc. Donc, on a Claire Dambrun, qui débute cette section avec un retour sur son expérience de publication d'un article féministe dans une revue anglo-saxonne et qui met en lumière les effets épistémiques et politiques du processus de traduction. Et ce n'est pas seulement une question de vocabulaire, évidemment, mais de légitimité scientifique. Ensuite, on a Florence Villesèche, qui est au Danemark, qui poursuit cette réflexion en proposant 3 variations autour de la notion de traduction féministe, donc traduire entre langues, entre registres, entre disciplines. Et elle montre que traduire peut aussi être un acte de résistance, pas seulement de transposition. Troisième chapitre, qui est celui de ma co-coordonnatrice, Léa Dorion, qui propose une relecture du concept d'empowerment, qui est souvent récupéré par le discours managérial, et en revenant à la généalogie féministe de ce concept, notamment à travers les travaux de Bell Hooks,
de Audre Lorde et de Starhawk, en proposant une revalorisation politique du concept. Et finalement, Mar Peretz, qui signe un texte vraiment très fort, une auto-ethnographie sur les limites du français comme langue de pensée féministe. Et elle raconte comment cette langue invisibilise les femmes comme sujet parlant, comme écriture plus incarnée, et comment finalement une écriture plus incarnée peut permettre de se dire autrement. Voilà. Dernière partie de l'ouvrage. Donc, cette dernière partie se penche sur les différentes formes que prennent finalement les luttes féministes, les imaginaires, les pratiques activistes sur lesquelles elles reposent. Et cette partie comprend 5 chapitres qui questionnent les possibilités concrètes finalement de la lutte au sein même des organisations ou de la lutte par les organisations. Premier chapitre de cette section, Caroline de Meyer propose une réflexion sur la cooptation du féminisme dans les organisations, parle d'un blues de la cooptation et montre que malgré tout, les pratiques de résistance émergent. Juliette Sermeno, quant à elle, analyse les effets, les ateliers d'autodéfense féministe comme réponse à la violence organisationnelle de genre, en soulignant l'importance du corps dans l'expérience de la résistance à cette violence. Troisième chapitre, Alice Crépin, qui explore la consommation d'objets féministes entre empowerment et récupération capitaliste et interroge les limites politiques de ces gestes de consommation engagés. Avant-dernier chapitre, Marc-Claude Savard, qui est une collègue professeure au département de management, critique la politique canadienne d'aide internationale féministe qu'elle voit comme une reconduction d'un modèle occidental paternaliste d'intervention humanitaire et appelle à des perspectives décoloniales. Et finalement, Hélène Picard, qui est en France, qui revient sur son expérience d'enseignement de sexisme d'aborder le sexisme dans un contexte d'enseignement en école de commerce et analyse les résistances des personnes étudiantes et les difficultés qu'elle a rencontrées à faire émerger des espaces d'écoute et d'échange véritables autour de cette notion de sexisme. Voilà pour la présentation des chapitres. Alors, en conclusion, je dirais qu'il y a, dans ce livre, on pourrait dire qu'il y a une certaine dominance d'approche critique matérialiste, afroféministe, queer, avec quelques mobilisations de l'écoféminisme et de l'intersectionnalité, parfois implicites, et des appels à tenir compte des contributions décoloniales, mais il y a quand même absence de contributions décoloniales, ce que l'on a discuté en postface de notre livre. Et je pense cela donnera peut-être lieu à un deuxième volume où on pourrait inviter des perspectives décoloniales et postcoloniales qui demeurent marginalisées en management, même au sein des productions anglophones, quoique des travaux qui ne se disent pas nécessairement a priori féministe, mais commence à se développer, donc on en voit quand même apparaître. Et je pense qu'une des raisons, c'est la manière dont on a distribué l'appel à contribution dans nos réseaux, dans les réseaux féministes, mais il est possible que notre proposition en tout cas, n'a pas rejoint de chercheurs en approche décoloniale, postcoloniale, ou très peu. On n'a pas reçu de proposition. Donc, je trouve que ce serait quelque chose à aborder ou à explorer peut-être dans un deuxième temps. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Nancy. C'est sûr qu'on va revenir à ces thèmes pendant la discussion. Merci beaucoup. Alors, merci. OK, d'accord. Alors, Anne-Renée. Alors, il faut que je retourne ici, puisque ça semble plus facile pour entendre pour les personnes malentendantes qui doivent faire la traduction. Alors, ça se peut que j'ai une petite toux. Je n'ai pas pris mes médicaments contre les allergies ce matin. C'est bien fatigant. Alors, moi, de mon côté, j'ai présenté un des chapitres de notre tout dernier bébé qui sortira le 30 avril, qui est un livre là, qui porte sur la protection de la maternité au travail.
Alors, je vous dis bonjour et je vous remercie aussi de votre présence. Donc, aujourd'hui, nous, on va explorer un sujet qui est à la croisée du droit, de la santé au travail et des luttes féministes. C'est le droit de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. C'est un droit encadré, un droit typiquement québécois, encadré par la loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, pourquoi ce sujet est-il essentiel? Bien, le Québec est le seul territoire canadien à avoir intégré, dès 1979, une protection explicite de la maternité au travail dans sa loi sur la santé et la sécurité du travail. Est-ce que ça va bien pour vous? Parfait, OK. Donc, cette loi va reconnaître aux travailleuses enceintes ou qui allaitent la compétence finalement d'identifier. On leur reconnaît une compétence pour identifier les risques que comporte leur travail par rapport à leur état de grossesse. Et on leur reconnaît également la compétence de rechercher les solutions préventives et la compétence aussi de trouver des solutions permettant d'éliminer ces risques au travail. Donc, ça réfère vraiment à l'article 2 de la Loi sur la santé et sécurité au travail ainsi que l'article 49 qui offre en gros les capacités des travailleurs à identifier les risques au travail et l'article 49 qui aussi donne des responsabilités aux travailleurs d'agir de manière préventive. Donc, ce droit-là est non seulement une avancée juridique, mais aussi un marqueur des dynamiques sociales autour de la reconnaissance du travail des femmes et de la prévention professionnelle en milieu de travail. Donc, moi, je vais appuyer ma présentation aujourd'hui sur 2 recherches qualitatives menées auprès d'infirmières enceintes qui vont relever les pratiques concrètes, leur vécu au travail dans le secteur des soins hospitaliers. Donc, la première recherche a été menée de 2006 à 2008 auprès de 10 gestionnaires, des représentants syndicaux, ainsi que plusieurs, je pense qu'il y avait près de 30 travailleuses infirmières enceintes qui présentaient leur parcours au sein de 10 grands centres hospitaliers pour 3 grandes régions du Québec. Cette recherche-là, au départ, visait à documenter les facteurs qui influencent les décisions des infirmières enceintes à demander un réaménagement de leurs tâches. Et la recherche cherchait aussi à comprendre les facteurs qui influencent la réponse des employeurs à ces demandes, qu'il s'agisse d'accepter de modifier les tâches, le poste ou l'organisation du travail pour répondre aux exigences du droit de retrait préventif ou de se montrer incapable de s'y conformer. Donc, la deuxième recherche qualitative, elle a été menée en 2018 auprès d'infirmières pour la grande région de Montréal et de Gatineau, et elle visait à identifier les stratégies de régulation déployées par les infirmières enceintes dans le but de préserver leur santé et leur sécurité au travail, tout en satisfaisant les exigences de la production. Et on cherchait aussi à identifier les ressources que les travailleuses utilisent pour protéger leur santé au travail. Donc, on peut dire qu'on obtient un portrait longitudinal de l'expérience des infirmières enceintes. Donc, je vais juste rappeler quand même, c'est important de revenir sur le contexte historique et législatif. Donc, au Québec, dans les années 70, on assiste à une forte hausse de la participation des femmes sur le marché du travail. Et cette évolution-là s'accompagne de revendications qui sont portées par les mouvements féministes et syndicaux qui réclament à ce moment-là une meilleure protection de la santé des travailleurs, incluant la santé des travailleuses. Donc, ajoutons que certains incidents de contamination environnementale qui étaient survenus au cours des années 70 avaient attisé les craintes relatives aux effets du développement industriel et technologique sur la reproduction humaine. Donc, le retrait préventif se révélait un moyen intéressant pour réduire l'exposition à ces risques. Le gouvernement, à l'époque aussi, c'était un gouvernement péquiste sur René Lévesque, Pierre Marois mettait beaucoup l'accent sur agir en prévention et à éliminer les risques à la source. Donc, c'est dans ce contexte-là que va naître la Loi sur la santé et la sécurité du travail en 1979 et un petit peu plus tard, en 1981, sera lancé le programme pour une maternité sans danger. Donc, c'est un programme qui s'avère novateur et qui vise à inclure les femmes sur le marché du travail par l'aménagement de leurs conditions de travail en fonction des risques identifiés pour leur grossesse.
Donc, le législateur va renvoyer la responsabilité sociale et financière de la protection de la santé et de la sécurité de la travailleuse enceinte à l'employeur. En ce sens, bien, il va obliger l'employeur à offrir des aménagements qui prennent en considération les besoins qui sont manifestés par les travailleuses enceintes au travail, de manière à favoriser le maintien en emploi dans des conditions saines et sécuritaires. Les employeurs vont assumer collectivement les coûts liés au programme pour une maternité sans danger en versant une cotisation annuelle à la CNESST, auparavant CSST, donc la Commission sur la santé et sécurité au travail. Et cette cotisation-là est versée sans égard au nombre de travailleuses enceintes ou qui allaitent qu'ils ont dans leur organisation. Donc, c'était vraiment dans un esprit de justement ne pas nuire aux travailleuses enceintes. Donc, les employeurs payent toute la même cotisation. C'est une cotisation uniforme à la CNESST. Donc, le principe fondateur est clair. Il s'agit d'éviter un retrait complet des travailleuses enceintes de leur milieu de travail en priorisant la prévention et le maintien en emploi dans des conditions saines et sécuritaires. Donc, il faut quand même dire que ce droit-là a été plusieurs fois contesté par les associations patronales. On y reviendra tantôt, là, mais juste pour vous signaler qu'il a survécu avec les combats là, des syndicats et des mouvements féministes ainsi que des chercheuses. Donc, on revient aussi sur le fonctionnement du retrait préventif de la travailleuse enceinte et du PMSD. Donc, le droit de retrait préventif n'est pas universel, malheureusement. Il va exclure, là encore aujourd'hui, les travailleuses autonomes et les travailleuses qui travaillent sous juridiction fédérale. Donc, pour l'exercer aussi, les travailleuses doivent prouver qu'elles sont aptes au travail et obtenir un certificat médical émis par un professionnel qui fait le suivi de grossesse. Donc, ainsi, je vais peut-être juste rappeler l'article 40. L'article 40 de la Loi sur la santé et sécurité au travail stipule qu'une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur le certificat prescrit par la commission de la CNESST qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou à cause de son état de grossesse ou pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tel danger et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir. Donc, l'obtention du retrait préventif se fait en 4 étapes. La première étape, c'est l'analyse du risque au travail par les travailleuses enceintes ou qui allaitent. Donc, c'est la travailleuse qui prend conscience, qui sait qu'elle est enceinte, elle prend conscience des risques. Et ensuite, à la deuxième étape, elle va consulter son médecin, celui qui assure son suivi de grossesse. Donc, après, les deux commence à remplir le certificat de retrait préventif. Et ensuite, une fois que les risques sont identifiés sur le certificat, bien, il y a le professionnel qui suit la grossesse va consulter un professionnel nommé par la direction de la santé publique là, ou de sa région. Donc, c'est toute cette étape-là, finalement, qui permet la préparation du certificat médical de retrait préventif. Ensuite vient la troisième étape qui consiste au dépôt du certificat de retrait préventif à l'employeur par la travailleuse. Et la quatrième étape qui correspond au scénario qui s'offre aux employeurs. Donc, le premier scénario, c'est que l'employeur propose une affectation éliminant les dangers. La travailleuse est alors maintenue au travail sans perte de salaire, même si son horaire est réduit. L'employeur peut, à ce niveau-là, aller chercher des subventions de la CNESST pour compenser finalement les pertes sur ce plan. Le scénario 2, c'est que l'employeur ne propose pas d'affectation. Donc, la travailleuse est alors retirée du travail. À ce moment-là, c'est souvent parce que l'employeur n'est pas en mesure de réaffecter la travailleuse dans un poste sain et sécuritaire. Donc, si la travailleuse est apte à l'emploi, mais que l'employeur ne peut offrir d'affectation en raison des risques qui sont toujours présents, bien, la travailleuse est retirée du travail et reçoit une indemnité de remplacement de revenus qui équivaut à 90 % de son salaire net. On est vraiment les seuls à avoir ce droit-là. Excusez-moi, veux-tu que non, j'ai pas beaucoup de PowerPoint, fait que je suis dessus. C'est ça. Donc, le scénario 3, c'est que l'employeur propose une affectation qui ne permet pas d'éliminer les dangers. Donc, la travailleuse peut alors exercer différents recours là, qui consistent, entre autres, à faire une plainte, à déposer une plainte auprès de la CNESST. Le scénario 4, lui, c'est que l'employeur propose une affectation qui comporte ce qui peut arriver, qu'il propose une affectation, mais que cette affectation
conditions-là comportent de nouveaux dangers, bien, à ce moment-là, la travailleuse, elle, peut faire une demande à nouveau, une demande de certificat de retrait préventif. Donc, plus concrètement, sur le terrain, on a 3 possibilités qui s'offrent à l'employeur pour répondre aux besoins là, prescrits par le certificat. C'est un allègement de tâches, une réaffectation à un poste sécuritaire ou, en dernier recours, le retrait complet du travail. Donc, dans les hôpitaux que moi j'ai étudiés, on retrouve 2 types d'affectations qui sont assez fréquentes. C'est le maintien dans l'équipe de travail avec des ajustements dans les tâches ou l'affectation à un poste réservé lorsque la convention collective le permet. Donc, dans l'un ou l'autre des cas d'affectation, bien, l'employeur doit s'assurer que l'affectation est sécuritaire, c'est-à-dire que les dangers décrits dans le certificat de retrait préventif sont absents et que la travailleuse n'est pas exposée à de nouveaux dangers. Donc, l'employeur doit aussi s'assurer que la travailleuse a la capacité physique, les aptitudes et la formation nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées. Ça, ce n'est pas toujours respecté, mais les travailleuses le savent de plus en plus et le revendiquent de plus en plus. Donc, on ne peut pas envoyer une travailleuse exercer complètement un autre travail dans lequel elle n'aurait pas de compétences et qui susciterait un stress. Et les recherches de Cathy Vaillancourt ont bien démontré qu'un stress peut engendrer des problèmes sur le développement du placenta. Donc, alors, enjeu. OK. Donc, les infirmières que moi j'ai étudiées représentent la catégorie professionnelle qui ont le plus souvent recours au retrait préventif. Elles et les enseignantes, c'est pas mal celles qui font le plus souvent de demandes de retrait préventif. Donc, soulignons que la responsabilité de la gestion des risques est laissée sous la responsabilité de la travailleuse enceinte. C'est donc elle qui doit s'assurer que les recommandations émises sur son certificat médical de retrait préventif sont bien respectées. Elle va aussi, ce que j'ai pu remarquer là, dans les milieux étudiés, c'est qu'elle va solliciter le soutien de ses collègues pour reprendre les tâches jugées dangereuses. Et en retour, elle va offrir de l'aide à ses collègues pour reprendre d'autres tâches, là, mais qui respectent là, les prescriptions médicales qui figurent sur son certificat de retrait préventif. Donc, le rôle du soutien de l'équipe et du superviseur hiérarchique est fondamental parce que sans ça, sans cette collaboration-là, la confiance ou la connaissance du terrain, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un travail d'équipe qui se fait pour que l'affectation soit un succès. Donc, un des enjeux centraux réside dans le maintien de liens avec l'équipe de travail, qui est c'est le facteur essentiel du soutien informel. Donc, cependant, dans le milieu hospitalier, on a vu qu'il y a certains éléments du travail, comme la surcharge ou l'instabilité dans les équipes, qui peuvent restreindre l'offre de soutien. Donc, devant ces difficultés-là, bien, les travailleuses vont souvent développer des stratégies. Ça peut être des stratégies de retrait, de négociation, d'adaptation ou parfois de résistance. Même on a vu certaines qui ont utilisé beaucoup le syndicat pour revendiquer leurs droits. Et souvent, ils vont même faire appel à leur certificat de retrait préventif puis parler à leur superviseur immédiat ou même leurs collègues. Voici les risques. Mais dans le secteur hospitalier, il faut dire que c'est souvent les infirmières sont très informées des risques, donc c'est plus facile pour elles de sensibiliser les collègues. Donc, retenons donc que les affectations efficaces sont celles qui s'appuient sur une collaboration horizontale entre collègues et sur une reconnaissance des besoins spécifiques des travailleuses enceintes. Donc, dans le secteur hospitalier, nous, on l'a vu depuis 2000, c'est vraiment la culture d'emploi, de maintien en emploi s'est installée à raison pas mal de la pénurie de main-d'œuvre. Ça a été l'élément qui a poussé finalement les employeurs, les gestionnaires à décider de maintenir plus fréquemment et plus longtemps les infirmières enceintes au travail. Donc, il y a une culture qui s'est instaurée progressivement. Dans ma dernière recherche, il n'y avait pas beaucoup de travailleuses qui avaient été envoyées directement à la maison. Il y avait été toutes... J'avais 25 travailleuses, 25 infirmières, et elles ont toutes été maintenues au travail durant leur grossesse, durant différentes périodes. Mais il y en a même une qui s'est rendue jusqu'à la fin. 5 minutes. 5 minutes, j'achève. Oui, j'ai presque terminé. Alors... Donc, au niveau, on peut peut-être terminer justement avec les impacts de la réforme de 2021. Donc, il y a eu une réforme de la loi sur la santé et sécurité au travail en 2021. Bon, heureusement, on a réussi à maintenir le droit de retrait préventif, ce qui a été souligné comme une victoire par les syndicats, par les groupes de recherche féministes, et ainsi de suite. Et toutefois, la réforme, elle introduit quand même de nouvelles contraintes. Puis moi, je trouve que les 2 changements majeurs qui doivent être soulignés, c'est d'abord l'introduction de la notion
version de professionnel qui effectue le suivi de grossesse. Bon, celui-ci, c'est un couteau à double tranchant. Il y a quand même une ouverture à ce que les infirmières praticiennes ou les sages-femmes, justement, viennent effectuer le suivi de grossesse. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que déjà, les femmes avaient de la difficulté à accéder à un médecin, là. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que on ne sait pas trop, il y a un flou sur c'est qui le professionnel de santé. Donc là, il pourrait avoir un risque qu'un employeur décide de décider, bien, c'est ce médecin-là en particulier. Donc, il y a un risque à ce niveau-là. Ça, quand même, les équipes de santé au travail en sont très conscientes et ont travaillé fort pour éviter cette branche-là, là, éviter que les employeurs prennent cette branche-là. Donc, il y a aussi un ajout de protocole. Les protocoles, c'est un phénomène nouveau. C'est des documents qui sont standardisés, qui encadrent l'évaluation des dangers par catégorie d'emploi. Donc, ces protocoles-là, s'ils visent l'harmonisation, ils peuvent cependant restreindre l'autonomie professionnelle des professionnels de santé, car l'article 48.1 de la Loi sur la santé et sécurité au travail va exiger une étape supplémentaire dans la production du certificat médical. Donc, à cette heure, la médecin est obligée de demander une autorisation de la CNESST, ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne version de la Loi sur la santé et sécurité au travail. Moi, je considère que c'est un recul. Donc, les protocoles réduisent également la capacité des travailleuses à faire reconnaître les risques spécifiques et peuvent, en quelque sorte, invisibiliser plutôt l'expérience réelle vécue par les travailleuses. Et moi, je trouve que ça va un peu à l'encontre de l'article 2, l'article 40 et l'article 49 de la Loi sur la santé et sécurité au travail, qui reconnaît justement une capacité des travailleuses à identifier les risques. Mais là, si les dangers sont identifiés dans un protocole, bien, pour la travailleuse, ça devient plus difficile de contester ça ou de dire, bien, c'est pas tout à fait exact. Donc, encore une fois, les membres du réseau de santé publique, de la santé au travail sont quand même bien conscients et ils travaillent présentement là, pour assurer une efficacité des protocoles. Ils sont très conscients des limites et c'est pour ça qu'ils revendiquent une plus grande recherche, beaucoup plus de recherche sur le terrain. Et ils savent aussi qu'il y a un risque par rapport à la capacité d'identification des risques par la travailleuse. Et ça aussi, ils tentent de mettre en place des solutions pour limiter ces effets pervers-là. Donc, en conclusion, malgré les progrès, l'application du retrait préventif reste inégale selon les milieux de travail. On l'a dit tantôt pour les travailleuses autonomes, mais moi, j'étudie présentement les travailleuses du secteur de la construction et ce sont des travailleuses à contrat et on voit bien avec Aline qui est là présentement, justement, c'est très difficile pour elles de faire reconnaître leurs droits de retrait préventif. Souvent, elles s'en sont exclues. Donc, une véritable culture de prévention doit donc s'appuyer sur l'intégration du genre dans les approches de santé et sécurité, un dialogue social et des outils de régulation souples et adaptés au travail réel. Il est donc urgent d'identifier les effets des protocoles qui vont être mis en application. Ils commencent à être mis en application, en particulier pour les travailleuses des emplois précaires, car ces travailleuses-là restent souvent à la marge du dispositif qui est prévu par la Loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, notre modèle reste un modèle novateur, mais il ne faut pas qu'il devienne un processus administratif figé, là. Donc, il faut vraiment travailler. Nous, les chercheurs, on travaille pour qu'il conserve son esprit initial et on trouve qu'il est essentiel de revaloriser l'expertise des travailleuses là, sur leur propre activité. Donc, en ce sens, bien, les travailleuses ne doivent pas seulement être protégées, mais écoutées, outillées et impliquées dans la co-construction des politiques de santé au travail. Alors, je vous remercie. Et ce texte, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vient de notre dernier livre qui porte sur la grossesse en milieu de travail, Défis de santé et de justice sociale. C'est un livre qui est fait en collaboration avec des chercheuses québécoises, mais aussi des chercheuses européennes. On a passé un peu pas mal à travers là, ce qui existait partout un peu dans le monde. Et vous allez voir en lisant ce livre qu'on est quand même innovant au Québec. On doit être fiers de ça. Et il faut conserver cette innovation-là. Merci. Maintenant, nous avons Narges Mustafa. Et Narges, je n'ai pas le titre de ta présentation. Je pense qu'il faut s'approcher vraiment. Ah, OK, il faut vraiment un, deux, ouais.
En fait, c'est le titre de mon mémoire. Je vais le présenter dans OK. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui. Je tiens à vous remercier déjà pour votre présence, remercier les organisatrices du RECEF pour ce colloque et surtout de me donner l'opportunité de pouvoir venir présenter en partie les fruits de cette recherche de maîtrise-là, intitulée « Du travail non libre aux luttes quotidiennes, le cas des travailleuses domestiques migrantes non arabes à Beyrouth ». Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Donc déjà, ce projet, il s'ancre dans une démarche à la fois personnelle et politique, je dirais. Donc, je suis une femme racisée, je suis née au Québec, de parents libanais. J'ai grandi dans le quartier de Montréal-Nord, puis je suis engagée, comme vous l'avez mentionné, depuis plus d'une décennie dans les luttes antiracistes et féministes ici même au Québec. Puis je dirais que c'est à l'intersection de cet engagement militant, puis de mon parcours universitaire, que cette recherche-là a vu le jour. Mon intérêt pour ce sujet a émergé au fil des lectures, comme peut-être plusieurs d'entre vous, c'est en lisant, en faisant quelques petites recherches. Puis pour moi, ça a été vraiment au fil de mes lectures en sociologie féministe du travail, notamment les travaux d'Evelyn Nakano-Glenn sur la division raciale du travail reproductif aux États-Unis au 20e siècle, qui m'ont replongé en fait dans mes souvenirs d'été au Liban, dans mon pays d'origine. Je repensais à la présence non négligeable des migrantes à Beyrouth, que ce soit sur les balcons, dans les entrées d'immeubles et les rues, à la plage ou dans les restaurants à s'occuper d'enfants qui ne sont pas les leurs. Je repensais aussi à celles que j'ai croisées dans le cadre de visites familiales ou chez des amis, à la façon dont on leur parlait et dont elles étaient dépeintes lors de conversations. Je me souviens encore qu'il y avait certains événements qui avaient quand même suscité de la colère, un sentiment d'impuissance, puis surtout un sentiment d'injustice. Comme j'ai écrit dans mon mémoire, j'étais peut-être en vacances, mais mon antiracisme ne l'était pas. Cette recherche est aussi guidée par 3 principes fondamentaux. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment de rendre visibles les migrations qui sont souvent invisibilisées dans la littérature, notamment en lien avec les travailleuses migrantes, celles du Sud vers le Sud. Dans un deuxième temps, c'était de s'extraire aussi de la lecture orientaliste, occidentaux-centrée, qui produit la figure victimaire de la femme du tiers-monde, comme l'a démontré Chandra Mohanty, en mettant l'accent sur la combativité de ces femmes. Puis enfin, c'était de penser les mobilisations comme partie prenante des rapports sociaux de sexe, de race et de classe dans une logique d'imbrication. Donc, choisir le Liban comme terrain d'enquête, c'était aussi une manière pour moi de renouer avec mes origines, avec une identité qui est parfois abstraite, mais en même temps, ça m'a aussi placée dans un positionnement, dans une posture ambivalente. Donc, pour les Libanais et Libanaises, j'étais la Canado-Libanaise avec le privilège, le passeport de pouvoir partir et revenir à n'importe quel moment. Puis pour les communautés migrantes, je représentais en fait une potentielle employeuse, mais au fil du temps, puis au fil des interactions, évidemment, toutes ces perceptions-là se sont estompées. Initialement, j'étais motivée, je l'ai toujours été tout au long de cette recherche-là, mais j'ai été beaucoup motivée par la combativité de ces travailleuses-là, comme je l'ai nommé. Mais j'ai rapidement compris que pour en saisir les formes, il fallait d'abord analyser les conditions concrètes dans lesquelles cette combativité-là émerge. Donc, ma recherche s'articule autour de 4 axes que je vais brièvement vous présenter, parce que je voulais tellement dire aujourd'hui, mais en 20 minutes, il fallait couper. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'est important de quand même contextualiser le Liban et notamment le système de la kafala, qui est le système de parrainage par lequel ces travailleuses-là migrent au Liban. Ensuite, je vais m'attarder sur les parcours migratoires de ces travailleuses-là rapidement et leur inscription dans la féminisation de la survie, telle que décrit par Saskia Sassen. Et je vais aussi ensuite parler des conditions concrètes de vie et de travail pour enfin terminer avec les formes de résistance et de lutte au quotidien. Donc, dans le fond, au moment où je vous parle, il y a des milliers de travailleuses domestiques migrantes qui ont été abandonnées par leurs employeurs et, je dirais,
je dirais, leurs employeuses, dans le contexte de l'invasion israélienne au Liban tout récente à l'automne 2024. Donc, sans papier ni moyen de quitter le pays, et alors que l'aide humanitaire est principalement destinée aux Libanais, elles sont de nouveau livrées à elles-mêmes. Puis ça suit vraiment un schéma de marginalisation qui a été observé lors de crises précédentes. Puis là, on parle de l'invasion israélienne en 2006 jusqu'à l'effondrement économique du pays en 2019, en passant par la pandémie et l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Ce vide institutionnel-là, il n'est pas accidentel, mais symptomatique de la place assignée aux travailleuses domestiques migrantes dans la société libanaise. Un pays qui est caractérisé par un système politique confessionnel fragile, une économie principalement orientée vers le secteur des services et une précarité aggravée par l'accueil de l'une des plus grandes populations de réfugiés au monde, proportionnellement à sa taille. Donc là, j'ai plus les chiffres, mais on a la plus grande, en fait, le Liban a la plus grande population réfugiée syrienne et palestinienne. Donc. L'histoire du secteur domestique au Liban est marquée par une transformation importante, puis je tenais quand même à parler un peu de cette historique-là. Donc, disons que jusqu'à la guerre civile, donc entre 1975 et 90, les ménages libanais employaient principalement des femmes arabes des zones rurales et des réfugiés kurdes et palestiniennes, syriennes aussi. Il y avait aussi un mouvement de migration égyptienne aussi à l'époque. Mais pendant la guerre civile, les tensions communautaires qu'il y avait entre les différentes factions religieuses et évidemment tous les facteurs économiques qui ont suivi ont favorisé le recrutement de travailleuses migrantes non arabes. On estime aujourd'hui leur nombre entre 150 000 et 200 000, essentiellement venus d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Cette transformation-là s'est accompagnée d'un processus de racialisation et de hiérarchisation du travail domestique. Le terme, par exemple, le terme « kirdiye », qui veut dire « femme kurde », servait autrefois d'euphémisme pour désigner les servantes de l'avant-guerre. Aujourd'hui, c'est le terme « sirlankiye » qui veut dire « femme sri-lankaise » qui est utilisé génériquement là, pour désigner toute travailleuse, toute nationalité confondue. Cette racialisation s'accompagne d'une hiérarchisation selon l'origine ethnique. Donc, les Philippines sont perçues comme les travailleuses éduquées, adaptées à la garde des enfants, les Sri-Lankaises comme dociles, les Africaines, plus précisément les femmes éthiopiennes, y font l'objet de représentations ambivalentes entre exotisation et stigmatisation. Puis, toute cette catégorisation ethno-professionnelle se traduit aussi concrètement par une échelle salariale qui est différenciée selon la nationalité. Cette division racialisée du travail repose sur un socle juridique qui institutionnalise la vulnérabilité des travailleuses et je dirais même qui organise l'immigration et qui organise l'exploitation, qui est le système de la kafala. C'est un régime de parrainage qui se caractérise par 3 éléments fondamentaux. Le premier, donc, dans le fond, les travailleuses sont explicitement exclues du Code du travail libanais. Donc, ça les prive de droits élémentaires, de protection élémentaire. Donc, pas de salaire minimum, pas de limitation de temps de travail, pas de congés, etc. Ensuite, la conditionnalité de leur résidence légale à un contrat avec un employeur spécifique, ce qui rend impossible tout changement. Puis si la travailleuse décide de quitter la place dans laquelle elle a le contrat, l'employeur avec qui elle est liée, bien, elle tombe immédiatement là, dans l'irrégularité. Et dans un troisième temps, bien, il y a l'obligation évidemment à résidence chez l'employeur qui crée une confusion entre espace de vie, espace intime et l'espace de travail qui vient faciliter l'exploitation. Ce système transforme ainsi le statut migratoire en mécanisme de subordination. Il y a aussi la confiscation du passeport, qui est une pratique illégale, mais qui est hyper normalisée. Et le contrôle des déplacements permet aux employeurs d'exercer une emprise totale sur l'existence des travailleuses, créant ainsi les conditions d'un travail non libre. C'est dans ce cadre socio-juridique profondément inégalitaire que prennent forme les trajectoires et les récits des travailleuses domestiques migrantes que j'ai rencontrées. Leur expérience, tout en étant marquée par des logiques de domination structurelle, révèle aussi des stratégies d'adaptation, de contournement, voire de résistance.
Maintenant, ce qui a trait au parcours migratoire et pour comprendre comment ces femmes en sont venues à s'inscrire dans ce système, j'ai voulu vraiment mettre en lumière le parcours des femmes que j'ai rencontrées en considérant à la suite d'Abdelmalek Sayad qu'elles sont aussi des expériences d'émigration. Donc, c'était fondamental pour moi de montrer que ces femmes, avant de migrer, elles avaient une vie. Donc, elles travaillaient, elles étaient en charge du foyer, charge des enfants, elles poursuivaient des études, elles étaient chefs de famille. Puis, pour moi, cette démarche-là s'inscrit aussi dans une perspective décoloniale qui refuse, à la suite de Moujoud, qui refuse cette opposition binaire entre société de départ qui est souvent caractérisée comme oppressive et les sociétés d'arrivée comme émancipatrices. Donc, les récits recueillis montrent que ces projets migratoires-là, en fait, émergent d'un enchevêtrement complexe de facteurs où s'entrecroisent, en fait, rapports sociaux de sexe, dynamique économique globale et aspirations individuelles. Est-ce qu'on est rendu où? Juste pour être sûr que je ne suis pas... OK, c'est bon. Donc, l'analyse des parcours migratoires met en évidence l'imbrication des dynamiques structurelles globales et de stratégies familiales. Je donne un exemple de Gemma, qui était une des participantes, qui est révélateur, qui, elle, est d'origine des Philippines, qui est diplômée en éducation préscolaire, qui était cofondatrice d'une garderie et mère de 3 enfants. Dans un contexte de crise où le salaire d'une enseignante permettait plus même d'acheter un sac de riz, elle a enchaîné des emplois. Et elle dit « I gave all you could imagine. Any work that will bring a cent, I did. » Puis, finalement, c'est pour assurer un avenir à ses 3 enfants qu'elle décide finalement de partir en exprimant que « The grass is always greener on the other side of the fence. We always tend to think that way. It is human thinking. » Puis, il y a d'autres trajectoires que je trouvais intéressantes de partager aujourd'hui qui témoignent de configurations historique spécifique. Par exemple, Mala fait partie des premiers flux migratoires de travailleuses domestiques arrivées à Beyrouth pendant la guerre civile en 1983. Elle exprime qu'après avoir quitté le Sri Lanka pour des raisons financières, elle s'est vue attribuer Chypre comme destination via une agence, puis elle s'est retrouvée transférée de nuit par petit bateau jusqu'au port de Beyrouth sous les bombardements. D'un autre côté, il y a Delphine qui, elle, travaillait comme domestique depuis l'âge de 13 ans en Côte d'Ivoire. En 92, à 25 ans, elle suit ses employeurs qui étaient libanais vivant en Côte d'Ivoire, qui retournent vivre au Liban. Elle était l'une des premières femmes à sortir de son village pour migrer à l'étranger, à la fois pour partir à l'aventure, comme elle disait, et pour subvenir aux besoins de ses 3 jeunes frères. Donc, les rapports sociaux de sexe jouent un rôle fondamental dans ces migrations où le sacrifice des mères, des sœurs et des filles devient central dans la survie des foyers. Ces femmes portent le poids des responsabilités économiques et familiales considérables dans un contexte où la division sexuelle du travail leur assigne la responsabilité du care. Suite à... Là, j'essaie de... Je pense au temps. En fait, c'est ça. Puis, je dirais que aussi, dans le fond, dans ces récits migratoires-là, il y a aussi les rôles des réseaux transnationaux dans la constitution de carrières familiales migratoires. Le cas des Philippines illustre comment la migration, en fait, devient une stratégie intergénérationnelle institutionnalisée par l'État avec une politique d'exportation de main-d'œuvre féminine héritée du colonialisme américain et espagnol. Puis, il y a d'autres éléments structurels qui organisent ces migrations-là, dont les centaines d'agences de recrutement en relation avec des officines dans les pays de départ qui servent d'intermédiaires entre les travailleuses et les futurs employés. Enfin, pour toutes ces femmes, l'arrivée au Liban marque un moment de bascule. L'expérience du passage à la frontière constitue un processus d'altérisation quand même assez radical. Donc, au moment qu'elles arrivent à l'aéroport, elles sont écartées des autres passagers. On les emmène dans une salle dans laquelle elles doivent attendre soit l'agence de recrutement qui va la placer dans une famille, soit les employeurs qui l'ont embauchée. Et tout ça, il y a déjà la confiscation des passeports, il y a la barrière de langue, donc on leur parle aussi dans une langue qu'elles ne comprennent pas. Puis ces premiers espaces de dépossession, en fait, annoncent le régime de contrôle plus large qu'elles subiront ensuite dans les foyers. Là, j'arrive aux conditions de vie et de travail, puis ensuite, je vais terminer, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc,
Parfait. Donc, comme je disais, si l'entrée au Liban représente déjà une forme de dépossession, c'est dans l'intimité des foyers des employeurs que se déploie pleinement le système d'appropriation de ces femmes. Donc, l'analyse des conditions de vie et de travail des travailleuses relève un ensemble de mécanismes de domination imbriqués exerçant simultanément dans la sphère professionnelle et l'espace domestique. Donc, le système de la kafala, que j'ai décrit un peu plus tôt, institue une relation d'inégalité structurelle où les employeurs détiennent un pouvoir quasi total sur ces femmes. Les récits recueillis montrent comment cette domination se matérialise dans le quotidien, d'abord par l'extrême disponibilité exigée par les employeurs. Elles sont appelées à être présentes à toute heure, souvent sans jour de repos, dans une logique de mobilisation totale de leur force de travail. Leurs tâches, bien qu'invisibilisées et naturalisées comme non qualifiées, sont nombreuses et exigeantes. Ça passe du ménage, lessive, cuisine, garde des enfants, des personnes âgées, soins et soutien émotionnel et psychologique, etc. J'en passe. Cette diversité souligne non seulement l'intensité de la charge de travail, mais aussi l'expertise que ces femmes mobilisent quotidiennement. Comme l'ont montré Delphi et Federici, le travail domestique repose sur une expropriation du travail reproductif des femmes, redoublée ici par la racialisation. Le travail domestique, dans le cas de la kafala, ne s'arrête pas aux seules heures de travail, il déborde sur la vie même à travers la contrainte de résidence chez l'employeur, qui efface toute frontière entre l'espace de travail et celui de repos. Le fait de faire plutôt que de faire soi-même est au cœur de cette relation. Comme me l'a confié une des participantes, le téléphone peut être à côté d'elle, elle va me le demander, apporte-moi ci, apporte-moi ça, elle n'est pas malade, elle n'a rien, mais me demande tout. Face à ces conditions, plusieurs participantes établissent des parallèles avec des formes historiques de servitude. Par exemple, Myriam exprime que cette réalité sans détour, elle exprime en disant « We often feel enslaved, it's too much. Even for a glass of water, they don't even get up anymore. You have to bring everything to them and you need to obey right away. » Pour sa part, Rose, une autre participante, compare directement le système de la kafala aux plantations esclavagistes. Elle dit « Tu dois automatiquement rester dans sa plantation, tu n'as pas le droit de quitter sa plantation pour aller ailleurs, quel que soit le traitement qu'il te donne, tu dois rester dans cette plantation. » Cette analogie fait écho au concept de sexage de Guillaumin, où l'appropriation de la force de travail passe par celle des corps, machines à force de travail. Cette appropriation se manifeste également par le prêt des travailleuses aux membres de la famille élargie. Donc, l'expérience d'une autre travailleuse illustre cette extension du service. Elle dit « I had to bring food from the granddaughter to the daughter's house every day, from one house to another on foot. I was working in many houses of the family. » Cette pratique-là traite la travailleuse comme un patrimoine familial transmissible et partageable. OK. Donc, je vais aller vers la conclusion. Mais en fait, je vais finir avec les résistances plutôt. Donc, justement, là, vous avez compris un peu comment se déroulent un peu ces expériences-là, mais là, je vais aller un peu plus vers, justement, face à ce système d'appropriation-là que je viens de décrire, comment ces femmes développent une capacité d'action collective et individuelle. Donc, mon enquête révèle comment elles parviennent à transformer les contraintes structurelles en possibilités de mobilisation et à investir les espaces les plus restreints pour y déployer des formes de résistance. Donc, la résistance des travailleuses domestiques migrantes prend des formes multiples, allant des actes individuels les plus discrets aux initiatives collectives les plus visibles. Donc, les balcons, par exemple, deviennent des espaces stratégiques de communication et d'entraide. Donc, surtout pour les femmes qui sont le plus enfermées. Donc, le balcon devient vraiment un moyen où est-ce qu'elles peuvent parler avec d'autres travailleuses de balcon à balcon ou de travailleuses qui ont cette possibilité ou en fait ce droit de mobilité dans la rue plus bas. Une des travailleuses, justement, mentionne qui a été enfermée
quand même une période de 3 mois, mais qui a survécu grâce à la solidarité d'une autre travailleuse. Elle a dit que dans cet immeuble-là, il y avait beaucoup de femmes sri-lankaises, puis elle disait qu'une des femmes, vu qu'elle n'avait pas accès au réfrigérateur, donc elle ne pouvait pas manger pendant qu'il n'y avait personne à la maison, il y avait, si je ne me trompe pas, là, il y avait un locker sur le frigo. Donc, c'est ça. Donc, dans la journée, elle avait faim, bien évidemment. Puis, il y avait d'autres travailleuses, une travailleuse, en fait, voisine, qui lui envoyait des sacs de nouilles de balcon à balcon pour qu'elle puisse finalement se nourrir. Ces actes apparemment anodins constituent ce que Younes conceptualise comme un travail de survie où l'entraide quotidienne devient une stratégie collective face à des conditions déshumanisantes. Mais pour que ces formes de résistance-là puissent s'étendre au-delà des gestes isolés et devenir de véritables pratiques collectives, il y a un élément crucial qui entre en jeu, c'est vraiment la question du temps. Il faut conclure. OK. Donc, je vais vraiment aller... c'est dommage, ouais. Mais on pourra en discuter, en fait. Ouais, OK. Donc, je vais conclure. Donc, au terme de cette présentation-là, je voulais, c'est ça, souligner quelques principales conclusions qui émergent, en fait. À travers mon enquête, j'ai pu mettre en évidence comment le racisme qui cible ces femmes est profondément sexué, tandis que le sexisme qui les assigne à la domesticité est intrinsèquement racisant. Cette co-construction des rapports de domination constitue l'une des contributions centrales de cette recherche. Les travailleuses domestiques migrantes que j'ai côtoyées au Liban nous interpellent directement sur la nécessité de repenser les solidarités féministes internationales dans un monde où le travail de care est de plus en plus externalisé et délégué aux femmes du Sud global. L'émancipation des unes ne peut se faire au prix de l'exploitation des autres. Ma démarche ethnographique engagée à chercher à produire des connaissances avec et non sur les travailleuses domestiques migrantes. Donc, à mon retour de terrain, ça a été vraiment, j'ai retenu cette leçon de dignité et de résistance que ces femmes ont pu me transmettre tout au long de ce terrain-là, puis qui a quand même beaucoup transformé ma pratique de recherche et mon engagement féministe. Comme l'a dit une des participantes lors d'une des dernières rencontres que j'ai eues avec elle, ce que nous voulons n'est pas la pitié, mais la reconnaissance. Nous sommes des travailleuses. Cette phrase résume l'essence de ma démarche, contribue à une recherche qui s'engage résolument aux côtés de celles qui, jour après jour, résistent et construisent un monde plus juste. Merci. Minutes, OK. Merci beaucoup à vous trois. C'était extrêmement intéressant et ça nous donne vraiment de la matière pour une bonne discussion. Nous avons 20 minutes pour l'échange, les questions. D'abord, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, les panélistes, par rapport? Moi, je peux lancer une première question, interrogation que j'ai. Quand j'ai vu le titre du panel, genre, travail, précarité, enjeux de protection et inégalité structurelle, j'ai trouvé ça timide. Et quand en vous écoutant, je me dis... On est enfin, et c'était évidemment extrêmement clair avec la présentation de Narges, mais aussi dans les autres, que nous sommes face à des systèmes de domination genrés et racisés, et que même dans un milieu à prédominance féminine, syndiqué de surcroît, c'est très difficile de faire valoir un droit fondamental, ce qui est d'avoir une maternité sans danger. Et en gestion, quand j'ai vu gestion, féminisme, de gestion dans ma tête à moi, c'est le maintien du système. C'est ça que je pensais, mais il y a une réflexion extrêmement importante d'Annecy et de la résistance et vraiment des analyses percutantes. Mais quand même, on est en face des systèmes tellement intégrés dans les lois, dans les structures économiques, que nos gains, c'est extrêmement difficile. Alors, je voulais vous soumettre ça. Comment est-ce que vous pensez maintenant, après, à partir de vos recherches, tout ce que vous avez vu sur le terrain, comment est-ce que vous nommerez cette
le système qu'on réussit très peu à changer, à défaire, vraiment à pénétrer avec une analyse, une pratique des valeurs féministes, intersectionnelles, anti-domination, je dirais. Grosse question, mais c'est ma question pour la journée. Ben, je peux peut-être essayer de répondre. Là, je pense que ça me fonctionne. Mais c'est dur de répondre justement à ça, Gina, parce que, tu sais, moi, ce que je remarque tout le temps, c'est qu'à fonction de l'économie capitaliste, bon, tu sais, bon, là, si on retourne à Marx, etc., bon, la théorie des rapports sociaux de sexe, c'est très difficile de ramener les droits des femmes à l'avant. Tu sais, bon, on l'a vu, c'est toujours des intérêts capitalistes, finalement, qui priment, puis les travailleurs sont obligés de développer des stratégies de résistance. Il y a toujours des périodes de l'histoire où les femmes, les féministes peuvent prendre plus d'espace et là, arriver à avoir un droit de retraite préventif. Mais là, vous voyez, là, avec la loi sur la réforme de la loi sur la santé et sécurité au travail, moi, je me suis battue contre cette réforme-là. Mais on a essayé de nous vendre, on va insérer la protection contre la violence conjugale. Mais on s'entend que dans la vraie vie, la violence conjugale, tu sais, que l'employeur, il faut qu'il agisse de manière préventive versus tous les droits qu'on a perdus. Bon, c'est ça. Il y a toujours... tu avances puis tu recules de 2 pas. T'avances, comme là, on a avancé au niveau au moins de faire reconnaître justement une responsabilité de l'employeur quand la violence conjugale est vécue au travail, mais en même temps, on a reculé pour la défense des travailleuses accidentées ou travailleuses avec des maladies professionnelles. Au niveau de la réadaptation, on a reculé. Donc, c'est toujours, faut toujours se battre. Moi, je trouve que Louise Langevin, quand elle disait le droit pour les femmes, c'est toujours un couteau à double tranchant, ben ça reste comme ça. Et les travailleuses, ben ça partit peut-être des stratégies de résistance qu'on finit peut-être par faire avancer nos droits, mais il suffit qu'une instabilité ou qu'un retour, bon, on le voit avec Trump, pour que le travail soit à refaire. Puis je pense les exemples que tu nommes dans ta présentation, et là, on est quasiment dans le capitalisme pur et dur, là, puis on voit que malgré ça, que les travailleuses, quand même, sont capables d'essayer de trouver des stratégies de résistance collective. Avec le collectif, elles réussissent à passer à se protéger un peu, en quelque part, mais il y a tellement... C'est toujours à refaire et ça va toujours être à refaire, malheureusement. Donc, nous, le travail qu'on a à faire, bien, c'est de faire connaître ça, de diffuser les connaissances, puis de continuer à faire de la recherche. Oui, absolument. Oui, Narjas ou Nancy? Ben, je ne sais pas. Narjas et puis Nancy. Ah, OK. Oui, non. Je vais essayer de faire ça brièvement. Bon, je ne sais pas si je suis pessimiste, optimiste par rapport à ça. Mais en même temps, si je reviens vraiment au cas des travailleuses domestiques migrantes au Liban, en 2015, puis c'est une des mobilisations que je voulais nommer, il y a eu une mobilisation syndicale, donc un premier syndicat de travailleuses domestiques migrantes qui est né au Liban, qui était le premier au Moyen-Orient, de la sorte, là. Donc, voilà, donc, et puis 8 de mes participantes étaient membres fondatrices de ce syndicat-là, qui a été évidemment, là, comment je pourrais dire, fondé et ils ont collaboré en fait avec plusieurs ONG, organisations sur le terrain, et le syndicat national aussi au Liban. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, en fait, le ministère du Travail au Liban n'a jamais reconnu ce syndicat-là. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas de légitimité à ses yeux. Donc, le syndicat national libanais a voulu soutenir le syndicat des travailleuses en disant, bon, vous allez pouvoir, vous pouvez, on va comme vous chapeauter en quelque sorte. Puis comme ça va donner plus de poids de savoir que, comme on est solidaires, qu'on travaille ensemble, etc. Mais finalement, comme je disais, moi, j'ai quand même eu 8 de ces travailleuses membres fondatrices dans le cadre de ma recherche comme répondantes, mais ces 8 répondantes-là ont claqué la porte éventuellement parce qu'elles trouvaient que finalement, elles ont été comme dépossédées du mouvement parce que le syndicat, en fait, c'est ça, il y avait des approches très paternalistes, elles n'étaient pas dans les espaces décisionnels. Donc, finalement, c'est comme si, au fur et à mesure, on les dépossédait de leur propre mouvement. Donc, elles ont claqué la porte, elles ont décidé de sortir. En même temps, elles ont créé une alliance. Donc, en sortant de là, elles ont fini par créer une alliance, mais ça donne aussi une idée sur comment l'autonomisation, en fait, des mouvements
comment qu'elle souhaite rester dans cette autonomie-là et de ne pas avoir des acteurs externes là, qui viennent. Voilà. Très intéressant. Merci, Nancy. Oui, merci. Merci pour la question, Jen. C'est effectivement une très grande question. Je rejoins évidemment tout ce que mes collègues viennent de dire, Narges et Anne-Renée. Et c'est vrai que la gestion, les sciences de la gestion agissent souvent comme vecteur de reproduction, de domination, de genre, de classe, de race, de tout, je pense. Et on continue d'être quand même un peu marginalisé dans les travaux en gestion. Et je ne sais pas non plus, comme disait Narges, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? C'est quand même un peu épuisant tout ça. Je pense que notre livre montre à la fois que les stratégies critiques ou les stratégies de résistance, les stratégies peinent à se détacher un peu d'institutions qui sont profondément structurées par des logiques de domination. Et je pense que je rejoins les propos de mes deux collègues dans ce panel, à savoir, je pense que la résistance, ça passe par des pratiques collectives qui sont situées, qui sont souvent invisibilisées, mais qui articulent critique, action, construction de contre-espaces. Est-ce qu'on peut transformer le système de l'intérieur en ce qui concerne les approches les sciences de la gestion ou la gestion des entreprises? Je ne sais pas si j'y crois véritablement au fond de mon cœur, mais je pense qu'il faut quand même continuer à y travailler inévitablement. Je pense qu'on voit un peu les mêmes phénomènes au sein des centrales syndicales. J'ai un projet avec des centrales syndicales et les pratiques, les luttes que décrivait Anne-Renée et la résistance des travailleuses domestiques migrantes évoquées par Narges. Je pense qu'il faut inventer des formes de solidarité, même dans des structures contraignantes. Mais la résistance est forte, évidemment. Donc, je ne sais pas si j'ai une meilleure réponse à donner. Merci. Oui, des questions de la salle. Oui, allez-y. Et puis, on en prendrait une seule parce qu'on a du retard. Puis après, non, prenez-la, la question. Puis, c'était pour vous? OK. Vous êtes sûr? On va en prendre deux. Donc, Okay. Bonjour, je m'appelle Marie-Lise. Moi, je suis de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Alors, merci pour vos présentations. Moi, vous comprendrez que depuis mon point de vue plutôt de syndicaliste et travailleuse, j'avais le goût de peut-être vous demander de sortir un peu de la théorie, ce qui vous rendra peut-être inconfortable, mais quand même, j'étais curieuse de vous entendre. Vous avez toutes les trois abordé des stratégies de résistance. Vous avez parlé de créer des liens, de création d'espace. Qu'est-ce qui ressort de soit vos recherches ou de la littérature sur comment créer ces liens-là? J'entends des liens individuels, donc des connexions plus d'affinité, peut-être d'interpersonnel. J'entends créer des espaces, des alliances, parfois réussies ou moins réussies dans le cas du syndicat des travailleuses domestiques migrantes. Donc, des stratégies concrètes qui ressortent que vous avez observées ou que vous avez lues. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je peux répondre? Vas-y. Bien, nous autres, dans notre cas, c'est sûr que c'est des infirmières, donc c'est des femmes déjà très informées, très éduquées, connaissent. Donc, mais ça va revenir un peu à ce que Narges nous disait, c'est que ça commence toujours par une travailleuse individuellement qui essaie de trouver des ressources pour faire valoir, pour se protéger, dans le fond, là, protéger ses droits ou se protéger tout simplement, protéger sa santé dans nos deux cas, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, et là, ben, nous, on a la chance d'avoir un droit inclus dans la loi sur la santé et sécurité qui permet à la travailleuse de dire « Hey, j'ai un droit ». Mais tandis que souvent, les travailleuses ne savent même pas qu'elles ont des droits. Donc, parce que c'est nous, notre rôle de faire valoir, de faire connaître ces droits-là. Donc, mais je vous dirais que la résistance, elle s'organise très souvent collectivement, comme un peu tu l'as démontré tantôt. Moi aussi, c'est souvent avec le soutien des collègues. Une travailleuse qui a déjà passé par là, par le retrait préventif, elle va dire à l'autre, on le voit là, présentement, on étudie le secteur de la construction où c'est très, très difficile pour ces femmes-là de prendre leur place dans le secteur de la construction. Bien, c'est souvent à travers les réseaux Facebook, avec l'expérience de l'autre, avec l'expérience des grossesses au travail. Donc, les femmes s'entraident. On l'a vu dans toutes, je pense, nos présentations, les femmes s'entraident. C'est vraiment là qu'il se crée des espaces de résistance. Et une fois qu'il y a des droits ou que les filles ont connaissance de leurs droits,
bien là, elles peuvent aller chercher l'aide appropriée, comme l'aide du syndicat. Bon, des fois, c'est pas tout le temps efficace, là, mais parfois, et dans le cas du retrait préventif, ça s'avère... Là aussi, pas tout le temps efficace. On le voit avec les travailleuses de la construction, les employeurs ils réussissent à interpréter le droit, puis et à cause du flou de la CNSST, ils réussissent à outrepasser finalement ce qui est prévu dans le droit. Donc, c'est toujours une lutte, mais c'est pour ça que je dis que nous, là, notre gros rôle, c'est de continuer à faire de la recherche puis à diffuser la recherche. Et que tu as raison aussi de sortir de la théorie puis de le ramener au grand public. Ça, c'est bien essentiel. Oui, merci beaucoup. Nerges ou Nancy? Ben, rapidement, OK. OK. Si possible, OK, on va vas-y. prendre les 2 autres questions, puis on va essayer de répondre en 5 minutes, peut-être. OK, vas-y. Je vais aller avec une question directement à Nerges. Marie-Ève Boyer, vice-présidente femme à la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. J'aimerais transposer en fait votre recherche au Québec, puisqu'actuellement, on a aussi des travailleuses immigrantes du Sud global qui sont des travailleuses domestiques. La révision, en fait, modernisation entre guillemets, de la loi sur la santé et sécurité au travail a fait en sorte qu'on a milité beaucoup pour reconnaître ces travailleuses-là qui ne sont pas syndiquées. Puis on voit une transformation même au sein des familles, c'est-à-dire qu'elles doivent prouver un certain nombre d'heures pour pouvoir être reconnues. Puis ce qu'ils ont fait dans les familles, c'est qu'ils se sont séparés les heures entre conjoints pour ne pas les déclarer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 750 heures pour pouvoir les reconnaître, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution du nombre de femmes qui sont reconnues comme travailleuses domestiques au Québec, parce que le conjoint va déclarer 350 heures, puis la conjointe va déclarer 350 heures. Donc, ce qui fait qu'elles seront invisibilisées. Donc, on voit un peu l'effet pervers dont parlait Anne-Renée, de finalement certains gains qu'on a réussi à avoir, mais qui trouvent, même dans l'aspect légal, quelque chose de totalement abject, où on les invisibilise encore plus qu'avant. Donc, je ne sais pas, au niveau des stratégies, je sais que tu as parlé de certaines stratégies, mais comment est-ce qu'on pourrait transposer ces stratégies-là au Québec? Parce qu'on sait que ça existe ici aussi. Bonjour, Annick Charette, je suis présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, FNCC-CSN. Nous, on représente les travailleurs du monde des médias, la plus grande majorité des travailleurs du monde des médias au Québec. On représente des travailleurs de la culture. Ce sont généralement, dans le monde des médias, un univers qui est plutôt syndiqué, mais pas seulement. Dans le monde de la culture, travailleurs atypiques qui s'apparentent aux travailleurs de la construction, multi-contrats, multi-employeurs. Donc, la précarité est le signe transversal de tout ça, surtout dans le milieu où nous sommes en ce moment et la façon dont nos milieux se désagrègent suite au changement, comment je pourrais dire, structurel par rapport à les technologies, les réseaux sociaux, etc. Le danger qui guette les travailleuses du monde de la culture et du monde des médias est celui de la culture intrinsèque à ces milieux-là, culture de domination, culture d'agression sexuelle normalisée. Moi, l'importance que j'aimerais apporter ici, de travailler en collaboration dans les milieux syndicaux et les milieux qui représentent ces travailleuses-là avec les chercheurs. Nous le faisons actuellement, une étude sur la loi de l'Omerta dans le milieu de la culture et des communications sur les agressions sexuelles, parce que c'est quelque chose que vous avez probablement vu passer dans les journaux. Alors, ce travail-là, nous faisons avec Rachel Chaillon, j'allais dire département, mais c'est pas ça, des études de service. Voyons, comment tu dis ça? Non, mais Rachel est aux sciences juridiques et Myriam Côté en sciences sociales. Et je pense que ça va faire une petite bombe quand nous allons sortir nos résultats sur la façon dont on approche ces milieux-là et la dépendance qui se crée dans des milieux où les gens ont beaucoup de désirabilité pour exister dans ces milieux-là et qui sont prêts à accepter n'importe quelle condition de travail pour pouvoir y parvenir. Ça, c'est la réalité de nos milieux. Merci pour l'intervention. Avez-vous une question? Oui, en fait, c'est la précarité. Moi, j'aimerais que la notion de précarité soit étendue dans les recherches qu'on fait, parce que ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de travail régulier qui crée la précarité, c'est la culture des entreprises, les salaires, les conditions d'emploi, tout ça, ce sont des facteurs de précarité et je pense que c'est central. Puis je voudrais faire juste une petite chose, j'en profite de cette assemblée
Il y a 2 lois qui vont être interpellées constitutionnellement. Un qui élimine la notion de prescription pour les poursuites civiles en agression sexuelle et une autre qui veut éliminer une nouvelle loi qui date de décembre qui interdit le recours aux mythes et préjugés dans les cas d'agression sexuelle. Et ces 2 lois-là vont être interpellées dans un procès civil qui se tient actuellement. Et je pense que l'ensemble des femmes du Québec devraient mettre le pied à terre parce que là, on vient de reculer de 50 ans si ça arrive. Merci. Merci beaucoup. Je trouve ça important. Où est-ce qu'on peut trouver l'information sur tout ça? Un site web? Comment? Procès civil qui se tient actuellement. Ah, OK. OK. Merci. Y avait-tu d'autres? Non. Alors, Nancy? Nancy. Ben oui, si je peux me permettre d'apporter quelques pistes de réponse, surtout à la première question, la question de moyens pratiques ou de concrètement on fait comment pour créer ces liens, ces solidarités, ces pratiques de résistance. Je pourrais donner quelques exemples issus de mes travaux. Donc, en ce moment, j'ai 2 projets et le premier fournit déjà une piste de réponse, à savoir, je pense qu'il y a le besoin de collaborer avec les milieux pratiques, donc les projets participatifs collaboratifs. Par exemple, ce projet en collaboration avec la centrale, la CSQ et la CSN et le service aux collectivités de l'UQAM, qui est un projet collaboratif participatif qui s'intéresse à la participation des femmes au sein des instances syndicales. C'est une piste de réponse, c'est de faire des recherches collaboratives, faire des recherches avec les milieux pratiques. Vous l'avez évoqué d'ailleurs dans vos questions. Mais par exemple, dans la recherche elle-même, avec des groupes de discussion, etc., permet aux personnes d'échanger sur des sujets qui les touchent. Et on a vu des solutions émerger de cette collectivité, de cette solidarité, des personnes qui entendent des expériences dont elles n'auraient pas nécessairement parlé en dehors de ce moment dédié, etc. Et on a vu des formes d'entraide apparaître déjà du simple fait de discuter ensemble des problématiques et des pistes de solutions. Dans un autre projet qui vous sera présenté un peu plus tard aujourd'hui par Amélie Gaudreau-Sauvé et Colline Sénac qui sont dans la salle, c'est un projet qui a suivi des personnes s'identifiant comme femmes qui sont DJ, productrices de musique électronique, donc on est dans le monde culturel. Et on voit et ça rejoint les propos, je crois que c'est Anne-Renée qui parlait de ça commence par une personne qui cherche à se tailler une place, qui prend des moyens pour se faire une place, etc., dans un environnement et qui finit par nouer des liens de solidarité. Donc, on a vu, nous, des pratiques comme, par exemple, se créer des lieux privés, par exemple, sur les réseaux sociaux, où on échange sur nos cachets, où on échange sur des pratiques de harcèlement, des moments, des expériences qui nous sont arrivées dans un club ou par un promoteur, par exemple. Donc, de l'entraide en termes de transparence d'information pour réduire, par exemple, les inégalités salariales avec les DJ masculins qui sont mieux payés, tout le monde le sait. Des choses comme ça, donc partage de ressources, partage de formation, partage d'informations, entraide par des personnes plus expérimentées, etc. Donc, c'est des moyens très concrets que les personnes dans ces 2 projets déploient pour résister. Bref, voilà, des exemples concrets. Merci beaucoup. Mais... Oui, vas-y. Si Narges voulait répondre aussi, on aurait le temps d'une réponse. Bien, rapidement, par rapport à la question des espaces, justement, bien, je dirais que peut-être par rapport au Liban, puis à Beyrouth plus spécifiquement, parce que c'est là que j'ai vraiment fait le terrain, pour ce qui est des espaces de résistance ou comment les liens se nouent, bien, je peux donner un exemple concret. En fait, je peux en donner plusieurs, mais il y a un ONG qui a été créé, ou en tout cas qui a été fondé là, je pense qu'ils sont rendus à leur 15e année. Mais bref, c'était des militants, justement, antiracistes libanais et féministes qui se sont mis avec des travailleuses domestiques. Puis ont fini par créer une ONG qui s'appelle Anti-Racism Movement. Donc, ils ont réussi à aller chercher des financements et tout ça pour finalement mettre sur pied 3 centres pour migrants dans tout le Liban. Donc, un à Beyrouth, un au sud du Liban, un au nord du Liban. Moi, j'ai réalisé mon terrain de recherche dans celui qui est à Beyrouth. Puis vraiment, cet espace-là, qui est un appartement, mais tu sais, comme revamp, comme un espace communautaire. Puis dans cet espace-là, ça roule vraiment avec le bénévolat. En fait, c'est toute personne comme moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné des cours de français.
pendant la semaine. J'ai contribué à ce niveau-là, puis c'est ça qui m'a permis, en fait, de rentrer en lien avec les travailleuses. Mais pour les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes, c'est vraiment un espace de socialisation. Des fois, ils préparent de la bouffe ensemble. Ça devient vraiment, des fois, juste attendre leur transport, le temps d'un café, venir avec leurs enfants, parce que certains aussi ont des enfants. Mais le temps d'un café, des fois, c'est genre préparer un discours pour une apparition publique. Ou le temps d'attendre un transport, c'est faire des bannières. Donc, c'est vraiment utiliser ce temps-là dans cet espace-là pour se mobiliser. Aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des travailleuses qui arrivent, qui viennent d'échapper, par exemple, à des conditions d'enfermement carrément, puis c'est le seul endroit où est-ce qu'on les a orientées à aller. Donc, là, sont accompagnées par d'autres travailleuses. Puis, il y a des travailleuses qui font, en fait, moi, des travailleuses que j'ai rencontrées ont vécu des expériences très difficiles dans leur séjour au Liban, mais pour la plupart aujourd'hui ont des conditions quand même relativement bonnes de travail. Donc, leur temps de repos, c'est du temps d'engagement, en fait. Puis, il y en a souvent, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est juste vraiment se promener dans les rues et parler avec les femmes sur les balcons, s'assurer que tout va bien, qu'elles manquent de rien, est-ce qu'elles sont enfermées, est-ce qu'elles peuvent sortir. Après ça, c'est de les conseiller, etc. Fait qu'il y a comme ce travail de soutien-là, des fois, qui crée un réseau aussi. Donc, voilà. Ou des fois, même de ces femmes-là, ça va être comme « Ah, j'aimerais ça que tu viennes parler avec mon employeuse parce que là, tu sais, j'ai pas ma journée de congé, je veux que tu négocies avec elle, elle m'écoute pas. » Donc là, elles vont arriver à plusieurs. Donc, ça crée un peu plus de poids et de pouvoir, là, finalement. Donc voilà, ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'il y a des travailleurs qui s'organisent entre communautés et des fois dans leur communauté nationale aussi. Donc, j'ai un exemple, c'est une travailleuse éthiopienne qui elle a créé, là, ça fait 15 ans que ça existe, une organisation, un collectif qui s'appelle Mesewat. Puis en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récoltent de l'argent mensuellement de toutes les travailleuses et travailleurs éthiopiens au Liban. Donc, ils ont comme une stratégie de récolte d'argent. Puis cet argent-là sert vraiment à subvenir aux besoins aux travailleuses incarcérées, parce qu'il y a une prison des migrants, évidemment. Donc, aux travailleuses incarcérées, aux travailleuses hospitalisées qui sont dans le besoin de nourriture, de vêtements, etc. Et aussi pour rapatrier des corps, malheureusement. Donc, il y a ça aussi qui vient couvrir les frais, parce que les consulats, ben, c'est pas les meilleurs amis non plus, puis c'est pas des alliés. Fait que souvent, ben, ça va être aussi pour rapatrier des corps. Puis je dirais aussi, il y a tout un travail invisible pour les femmes incarcérées puis les femmes hospitalisées. Il y a des femmes qui sont sans papier, qui n'ont pas de statut légal, qui sont arrivées à titre de travailleuses domestiques, mais qui ont sûrement échappé à des conditions de travail non libre. Puis finalement, ben, elles font tout un travail un peu invisible, c'est-à-dire cuisiner pour les femmes incarcérées, cuisiner pour les femmes hospitalisées, etc. Fait qu'il y a comme un petit travail à la chaîne aussi qui se fait. Donc voilà, c'est un peu ça qui me vient à l'esprit, là. Merci beaucoup, Narges. Et rapidement, Anne-Renée. Pour peut-être répondre à vos questionnements, quand il y a eu la réforme de la loi sur la santé et sécurité au travail, il y a beaucoup de groupes féministes qui ont déposé des mémoires. Je vous invite à aller lire ces mémoires-là. Et pour les travailleuses domestiques, je vous invite à lire il y a les mémoires de l'équipe du SAGE. Là. Il y a des juristes qui ont travaillé là-dessus. Par rapport au harcèlement sexuel, psychologique au travail, il y a Rachel Cox qui a beaucoup de publications aussi. Et je pourrais, au Créatas, Stéphanie Bernstein et Louise Boivin, qui est membre aussi du RECEF, ont travaillé sur la question des travailleuses domestiques. Il me semble qu'ils ont quand même rédigé quelques textes là-dessus. Et je trouvais ça quand même intéressant. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait toujours derrière toutes ces questions-là. Nous, justement, on a formé une alliance pour défendre les intérêts des travailleuses du chèque emploi-service. Et c'est ça. Donc, c'est ça aussi qu'il faut revendiquer. On ne devrait pas tout le temps faire du bénévolat. On devrait aussi être rémunéré pour le travail de défense des droits qu'on fait. Ça fait partie des luttes aussi qu'on a amenées. Wow! Alors, merci beaucoup à nos trois panélistes, Nancy Homais, Anne-Renée Gravel et Narges Mustafa. Merci infiniment pour vos recherches. C'est très important ce que vous faites. Merci.